19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Réunion du Conseil suprême de sécurité, une réunion présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Une autre journée de deuil en Cisjordanie. Les forces de l'occupation sioniste font un nouveau martyr au moment où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée dans la région et appelle à des mesures urgentes pour un retour au calme. Le Pakistan, une nouvelle fois touché par une attaque terroriste. Cette fois-ci, c'est une mosquée qui est ciblée. On déplore plus de 60 morts et quelques 150 blessés. Dans le conflit en Ukraine, l'armée russe poursuit son avancée et se positionne près de Vuhledar, à l'est du pays. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion du Haut Conseil de sécurité, selon un communiqué de la présidence de la République. Le président Abdelmajid Tebboune qui a adressé un message à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Sabah, un message qui s'inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays et l'attachement à la poursuite des efforts pour défendre les causes de la nation arabe. Les causes de la nation arabe, on en parle justement. La Cisjordanie est en deuil aujourd'hui suite au décès de Nassim Abou Fouda, jeune palestinien de 26 ans. Le jeune homme a succombé à ses blessures à la tête après avoir reçu une balle tirée par des soldats de l'occupation sioniste à Al-Khalil en Cisjordanie occupée. Il a été inhumé cet après-midi. Un début d'année meurtrier pour les Palestiniens. Les soldats de l'occupation ont fait 35 martyrs, dont 8 enfants. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé justement le directeur de la CIA, William Burns, à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle mette fin à ces mesures unilatérales contre les Palestiniens, et ce, lors de leur rencontre au siège présidentiel dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée au Proche-Orient. Anthony Blinken est arrivé à Tel Aviv ce lundi, où il doit avoir des discussions avec les colons sionistes avant de se rendre à Ramallah, une visite qui intervient en pleine escalade sioniste contre le peuple palestinien. Anthony Blinken qui a appelé à des mesures urgentes pour un retour au calme dans la région. Dans l'actualité également, l'attaque au drone des combats menés contre l'Iran dernièrement continue de soulever les interrogations. Le ministère iranien de la Défense a affirmé avoir déjoué l'opération perpétrée contre un site industriel militaire localisé à Ispahan. Si plusieurs indices se pointent, la responsabilité de l'entité sioniste, Téhéran a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade ukrainienne afin d'éclaircir des propos provenant d'un proche conseiller de Volodymyr Zelensky. Les détails, Sofiane Barouti. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée au Moyen-Orient, dans une conjoncture régionale marquée par une montée sans précédent des tensions dans la région. Le chef de la diplomatie américaine a d'ailleurs appelé toutes les parties au calme et à l'apaisement des tensions depuis la capitale égyptienne. Washington entretient des relations difficiles avec le nouveau gouvernement sioniste à la coloration politique ouvertement intégriste. La visite survient donc dans une phase critique. Une attaque au drone de combat visant un site industriel militaire iranien a été perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche. Cette dernière a été déjouée, selon le ministère iranien de la Défense, qui affirme avoir intercepté les engins de guerre via ses différents systèmes de défense antiaérien. Le porte-parole du Pentagone a nié toute implication de l'armée américaine dans l'attaque contre Ispahan. Le Financial Times, citant des sources bien informées, qui ont affirmé que l'entité sioniste serait responsable de ce raid avorté. Plusieurs médias sionistes indiquent pour leur part que le Mossad serait derrière l'attaque d'Ispahan.
Elle aurait ciblé des sites de production de missiles moyenne portée et de drones de combat iraniens. Le chef de la diplomatie iranienne, Amir Abdullahian, évoquant l'attaque déjouée par les défenses, a affirmé que les ennemis de l'Iran étaient derrière, avec pour objectif d'attenter à la sécurité et de déstabiliser la situation dans le pays. À ce propos, Téhéran a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade ukrainienne afin de demander des explications concernant les propos tenus par Mikhailo Podolyak, proche conseiller de Zelensky, qui a déclaré dans un tweet que la logique guerrière fait payer ceux qui en sont les auteurs et les complices. Le ministère des Affaires étrangères iranien a qualifié ces propos d'étranges et de biaisés et demande des explications officielles. Pour rappel, Kiev et ses alliés accusent l'Iran de soutenir militairement la Russie, ce que Téhéran nie catégoriquement. Les propos de Podolyak pourraient donc être ressentis comme une revendication implicite de l'implication de l'Ukraine aux côtés de l'entité sioniste dans l'attaque qui a visé Ispahan. De nombreux indices illustrent une escalade sans précédent et des risques grandissants sur la stabilité régionale et la sécurité globale à la lumière du conflit de haute intensité ayant cours en Europe et de l'exacerbation de la situation au Proche et au Moyen-Orient. Ils étaient près de 888 000 Tunisiens à se rendre aux urnes hier pour le second tour des élections législatives, soit un taux de participation d'un peu plus de 11% selon les résultats préliminaires communiqués par l'instance supérieure indépendante pour les élections qui n'a fait état d'aucune infraction. Neylaït Hamouda. Le taux de participation au second tour des élections législatives en Tunisie s'est élevé à 11,3% à la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Un résultat préliminaire, puisque le taux de participation officiel sera déterminé en fonction des procès-verbaux des bureaux de vote qui comprennent les signatures et les bulletins de vote dépouillés. À l'heure de fermeture des bureaux de vote à 18h, nous avons enregistré les votes de 887 638 personnes pour un taux de participation à 11,3%. Il y a un peu plus de 7 853 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Farouk Bouaskar, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, a annoncé en conférence de presse que le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions et qu'aucune infraction n'a été signalée. Les votes se sont déroulés sans problème. Il n'y a pas eu d'incident remarquable durant les horaires d'ouverture des bureaux de vote. Les opérations de vote ont été rapides et simples partout à travers le pays. Le président du pays, Kais Saïed, rappelons-le, avait mis en place des mesures exceptionnelles le 25 juillet 2021, ayant conduit à la dissolution du Parlement en mars de la même année. La nouvelle Assemblée constituante sera composée de 161 députés, avec du pain sur la planche, redresser l'économie, attirer les investisseurs et remettre le pays sur rail. À propos de ces législatives en Tunisie, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar, dément les allégations contestant les résultats du scrutin du second tour des législatives, appelant les sceptiques à saisir la justice. Toujours en Afrique, les forces de sécurité somaliennes ont annoncé avoir tué 136 éléments du groupe terroriste Shebab lors d'une opération spéciale lancée samedi soir dans le sud du pays. L'opération a été menée par les forces gouvernementales soutenues par leurs partenaires internationaux. En Afrique du Sud, cette fois-ci, des hommes armés ont ouvert le feu hier sur un groupe de personnes qui célébraient un anniversaire dans un township, faisant 8 morts et 3 blessés. Et parlons hydrocarbures à présent et cette volonté affichée par la République démocratique du Congo d'augmenter la production pétrolière locale avec un objectif de 200 000 barils jour. Malgré les différentes pressions, Kinshasa ne veut pas renoncer à son pétrole. Mohamed Ali Ben Chaban. Pour l'amélioration des recettes de l'État, la République démocratique du Congo veut augmenter la production pétrolière à travers l'exploitation de 16 blocs pétroliers pour multiplier la production journalière. Pour Kinshasa, le contexte mondial est favorable pour la relance du marché des hydrocarbures locaux. Le gouvernement veut aller au-delà de la production de 22 000 barils par jour et compte atteindre au moins 200 000 barils par jour.
Malgré la pression des Occidentaux et l'opposition de la société civile qui redoute l'impact d'un tel projet sur les forêts du bassin du Congo, le ministère des Hydrocarbures vise les grands groupes pétroliers mondiaux pour relancer la production locale. À court terme, Kinshasa compte sur environ 40 millions de dollars qui peuvent être générés auprès des sociétés soumissionnaires rien que dans la phase préliminaire, notamment au titre des frais d'études. La croissance économique de la RDC pour les 3 prochaines années est évaluée à environ 6,3% par an, selon le cadre budgétaire à moyen terme, document qui définit la trajectoire des finances publiques envisagées pour la période de 2022 à 2024. Cette croissance serait tirée principalement par les industries extractives. Le ministère congolais des hydrocarbures, qui contribue à environ 10% au budget national, ambitionne à être parmi les ministères clés. Et je vous le disais en titre, le Pakistan cible d'une attaque terroriste ce lundi. L'explosion s'est produite dans une mosquée à Peshawar, dans le nord-ouest du pays, faisant 60 morts et plus de 150 blessés selon un dernier bilan. Un attentat suicide qui n'a pour l'heure toujours pas été revendiqué. Et le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, se trouve actuellement à Moscou. Il a été reçu par son homologue Sergueï Lavrov. Les deux hauts responsables ont évoqué les relations bilatérales entre la Russie et le Pakistan. Прошу передать и, безусловно, в период относительно гарантий Соединенных Штатов. En ce qui concerne les garanties des États-Unis qu'ils ne feront pas obstacle à nos accords dans le domaine de l'énergie, bien sûr qu'ils le feront. Les États-Unis disent littéralement à tout le monde, publiquement, sans gêne, avec une certaine arrogance, qu'on ne peut pas faire affaire avec la Russie. С Россией иметь дело нельзя. Je m'attends à des progrès positifs dans nos discussions entre le Pakistan et la Russie sur la coopération énergétique. Lors de la récente visite au Pakistan également, j'ai reçu des commentaires incroyablement positifs sur le sujet. Et comme pour les autres pays, je m'attends à ce qu'ils ne s'immiscent pas dans les relations bilatérales entre le Pakistan et la Russie. Et Sergueï Lavrov a présenté ses condoléances aux victimes de l'attentat au Pakistan, insistant sur le fait que la lutte contre le terrorisme soit renforcée dans le monde entier et menée sans deux poids, deux mesures. Pendant ce temps, les troupes russes continuent de mener des opérations offensives réussies près de la ville ukrainienne de Vuhledar, située dans la région de Donetsk, à l'est du pays. Regardez. Dans les directions au sud de Donetsk et Zaporizhzhia, des unités du groupe de forces Est poursuivant des opérations offensives réussies ont pris des positions plus avantageuses et infligé une défaite au combat aux unités de la première brigade de chars des forces armées ukrainiennes dans la zone du village de Vuhledar de la République populaire de Donetsk. La Chine a rappelé ce lundi qu'elle souhaite une réunification pacifique avec Taïwan, mais n'hésitera pas à utiliser la force en cas de besoin. Pékin qui a également déclaré que les États-Unis utilisent Taïwan pour contenir la Chine. Je tiens à dire que Taïwan fait partie de la Chine. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois et doit être décidée par les Chinois eux-mêmes. Nous sommes disposés à agir avec la plus grande sincérité et à faire les plus grands efforts pour parvenir à une réunification pacifique. Mais nous ne promettons pas de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. Et puis la présidente péruvienne Dina Boluarte met la pression sur les députés pour qu'ils valident l'organisation d'élections anticipées. Le Parlement péruvien doit justement examiner ce lundi un projet de loi destiné à avancer les élections à octobre 2023. On écoute justement la présidente péruvienne. Votez pour le Pérou, en faveur du pays, en avançant les élections à 2023
et disant à tout le Pérou, avec la plus grande responsabilité, que nous partons tous. Si le consensus au Congrès ne progresse pas demain pour discuter de l'avancement des élections à 2023, l'exécutif présentera immédiatement 2 initiatives législatives en urgence. Je répète que ce vide est inacceptable pour le Pérou. Et retour en Algérie pour parler du CHAN 2022 J-1. Avant les demi-finales, les Verts sont arrivés à Oran où ils affronteront le Niger demain à 17h. Cette première demi-finale, on s'y intéresse justement. Après un parcours sans faute, les poulains de Majid Bouguera sont à 90 minutes de la finale face à la Faisal. Au stade Miloud Hadfi d'Oran se jouera la première demi-finale de la 7e édition CHAN Algérie 2022. Un match entre voisins et forcément un derby. Le vainqueur du match accédera en finale pour la première fois de son histoire. Le public a écoulé tous les billets du match en un temps record. Un parcours sans faute pour les deux nations. L'Algérie de Majid Bouguera a battu tous ses adversaires avec le même score, 1-0. À l'ouverture, face à la Libye, l'attaquant Aymen Mahious a marqué sur penalty. Au deuxième match, face à l'Éthiopie, sur un corner, Aymen Mahious trouve le chemin défilé. L'Algérie est officiellement qualifiée. Lors de la 3e journée, Majid a tourné son effectif pour affronter le Mozambique. Et c'est Hossein Diri qui marque l'unique but de la rencontre. L'Algérie, leader du groupe A avec 9 points, devient la première nation à réaliser l'exploit depuis la création de la compétition en 2009. En quart de finale, l'Algérie s'est qualifiée difficilement face à la Côte d'Ivoire grâce à un pénalty tiré par le magicien Aymen Mahious aux arrêts de jeu. L'attaquant Usmist est juste perfectionniste. De l'autre côté, le Niger, un adversaire dangereux. Le MENA a hérité un groupe de 3. Son CHAN a commencé le 20 janvier. Un match nul avec un score vierge face au Congo et une victoire d'1-0 lors de la dernière journée face au Cameroun. But signé Badamassi. Le Niger a terminé leader du groupe E avec 4 points. En quart de finale, les hommes de Haroun Abdullah ont frappé fort 2-0 face au Ghana. Une prestation XXL. Soumana Ainikoyi, buteur de la partie, l'ex-joueur du Shabab Riadi Belouizdad, sur un nuage au Oran. Et un porte-bonheur. La preuve, le premier but du Nigérien en Algérie a été à Oran face au club local MCO. Les deux sélections se sont affrontées en Tunisie en novembre en amical. L'Algérie s'est imposée sur le score de 2-0. Au stade Miloud Hadfi, l'Algérie de Majid Bouguera jouera pour la première fois devant un public oranais, tandis que le Niger a joué l'intégralité de ses matchs du CHAN à Oran. Le Niger est en train de passer à notre cap. La 4e participation au CHAN est historique. Les MENA ont dépassé le stade des quarts de finale de 2011, leur meilleure performance dans l'histoire du tournoi, tandis que l'Algérie de Majid se trouve en demi-finale à leur 2e participation. L'effectif sera au complet. Kendoussi et Ribi, fraîchement transférés au prestigieux club égyptien Al-Ahli et Al-Qadisiyah 2e division en Arabie Saoudite, ont eu le feu vert de la CAF. La pression et la fièvre montent. Oran et en fuego. Voilà, alors Algérie-Niger, c'est demain à 17h au stade Miloud Hadfi d'Oran. Et puis l'autre demi-finale opposera le Sénégal à Madagascar. Ce sera à 20h au stade Nelson Mandela d'Alger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.